Ça y est, à peu près, moi, qu'est-ce que vous êtes bien? Bienvenue à vous dans votre rendez-vous hebdomadaire. Votre émission Tout pour tête. Le rendez-vous de la semaine, nous qu'à déconstruire, nous qu'à apprendre, nous qu'à chercher d'autres alternatives à dans des systèmes là. Et qui dit Tout pour tête dit une équipe. Alors Louis, c'est idéal. Voilà, tranquille. Kaka bâché, qui a réfléchi toujours comme ça. Voilà, Djoubaké, Kabéché. Voilà. Toute la vie, moi, c'est ça. Voilà. Et qui dit Tout pour tête une thématique. La semaine dernière, dédicace à... C'était qui encore la semaine dernière? Ah, le trou. On dirait Kenja Hiro et Audrey était des nôtres. On a parlé du changement institutionnel. Et là, ce soir, on va complètement changer de phase, mais toujours également dans la société, par rapport à la société, nous allons parler d'afroféminisme. Et pour cela, nous avons une invitée. Bonsoir, mon invité. Bonsoir Jonathan, bonsoir Ulrich, bonsoir à toutes et tous. Donc si tu peux te présenter s'il te plaît. Alors je suis Valérie Anne Edmond-Mariette, je suis doctorante en histoire à l'Université des Antilles. Je travaille sur la mémoire de l'esclavage dans les musiques en Martinique et en Guadeloupe entre les années 50 et 1998. Voilà. Tant de choses, c'est très intéressant ça. Ouais, on essaie en tout cas, merci. Et ce soir nous allons parler d'afroféminisme. Pourquoi allons-nous parler d'afroféminisme? Ok, parce que concernant le féminisme, dans les milieux militants ou non, en tout cas, je compare les deux puisque je suis dans les deux milieux, c'est le sujet le plus touchy. Voilà, c'est vraiment le plus délicat. Le plus comment? Touchy, délicat. Ouais, d'accord. J'ai envie de mettre un anglicisme. Délicat à aborder parce qu'on met en place énormément de mécanismes pour ne pas s'imprégner de ce combat-là. Pour plusieurs raisons, qui peuvent être liées au fait de garder le statu quo pour les hommes ou d'être confronté de façon trop brutale, en tout cas, à une certaine violence qui est avérée, donc on a du mal effectivement à pouvoir accepter, etc. En tout cas, il y a plein de mécanismes qui rentrent en jeu, ce qui fait que je suis confronté au fait que quand je mets ce sujet-là sur le tapis, j'ai toujours en fait des obstacles ou des oppositions, et malheureusement, j'ai l'impression, c'est l'impression que j'ai en tout cas, que c'est souvent des arguments qui sont obscurantistes, c'est-à-dire des gens qui n'y connaissent absolument rien, qui ont juste entendu des brides de féminisme par-ci par-là, mais en fait qui ne connaissent vraiment pas le sujet dans le fond et qui vont sortir tous les poncifs, tous les clichés sur ce sujet-là. Donc je pense que c'est important de pouvoir le traiter dans le fond et faire comprendre justement à la population, ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est. Et avant de se faire justement un avis, de sortir tous les vieux arguments pour le contrer, en fait, il faut déjà comprendre, en fait, savoir ce que c'est avant de pouvoir s'exprimer là-dessus. Donc, c'est notamment pour ça que c'est important de faire cette thématique-là. D'accord. Effectivement, tu voulais rajouter quelque chose? Ah non, je trouve que c'est très bien dit. Je pense qu'aujourd'hui, le féminisme, comme depuis toujours, est un mot un peu soit complètement adoré, soit complètement rejeté. En considérant que le féminisme, c'est l'ennemi de l'homme, notamment. Et donc, je pense que c'est très important d'avoir des espaces où on peut en discuter de manière détendue, sympathique, mais aussi pour expliciter un certain nombre de choses et puis pour ça comprendre, tant et puis pour que les choses évoluent, en fait. Donc, mais je suis complètement d'accord avec ce que Ulrich a dit. Et par rapport à ton parcours en tant qu'afroféministe, comment tu y es entrée? Alors, en fait, pendant très longtemps, moi, je ne me disais pas féministe parce que la représentation que j'avais du féminisme, ce sont les femmes blanches. Il faut savoir que le féminisme, c'est un très vieux courant de pensée qui vise à parler des droits des femmes, à donner la parole aux femmes, puisque nous vivons aujourd'hui dans une société, mais qui l'est depuis très longtemps, patriarcale, où en fait la norme, le haut de la pyramide, ça va être l'homme, et en particulier l'homme blanc. Et donc tout ce qui est en dessous, donc l'homme blanc est en haut, et donc le triangle s'agrandit comme ça au fur et à mesure, et donc en fait on a toutes sortes de personnes qui viennent s'insérer dans ce triangle, et en fait la base et la masse de ce triangle, le dernier échelon, ce sont les femmes noires.
Et donc, on va trouver entre, en fait, les hommes noirs, au-dessus des hommes noirs, les femmes blanches, enfin, etc., les personnes racisées, donc on a toutes sortes de races, comme on le sait. Et donc, ça va aller du blanc vers le noir, avec en haut cet homme blanc qui est le modèle, l'excellence. Et donc, peut représenter cette image du patriarcat? Comment, qu'est-ce que tu m'as dit? Qui peut représenter cette image-là? Exactement. Le patriarcat, c'est vraiment la norme du patriarcat, c'est l'homme blanc. Donc tout ce qui n'est pas un homme blanc est anormal et donc doit s'adapter par rapport à la norme qui est être un homme blanc. Et donc pendant très longtemps, moi, le féminisme auquel j'avais contact au départ, c'est un féminisme qui était fait par des femmes blanches, notamment en Europe, puisque on est français. Voilà. Et donc, c'est un féminisme qui parlait aux femmes blanches et qui n'intégrait pas des femmes noires. Ce qui fait qu'en fait, je ne me retrouvais pas, en fait, je ne me voyais pas, je ne m'identifiais pas, quand bien même elle menait un combat pour les femmes, pour les droits des femmes, que les femmes puissent voter, que les femmes aient droit à l'avortement, que les femmes puissent recevoir des salaires égaux pour le même poste qu'un homme, que les femmes puissent avoir les métiers qu'elles veulent, qu'elles puissent décider ou pas de se marier, parce que pendant très longtemps, l'autorité, c'était le mari, en fait, c'est lui qui était le garant, le tuteur de sa femme alors qu'elle était majeure. Enfin bon, voilà, c'est ce type de combat. Et quand bien même je pouvais me retrouver dans ce type de combat, parce que je viens d'une famille au sein de laquelle on m'a toujours appris que le premier mari d'une femme, c'est son salaire, qu'une femme peut faire le métier qu'elle veut, qu'elle peut, voilà. Je ne me retrouvais pas dans ces cercles-là. Et effectivement, là où j'ai commencé à vraiment m'approprier cette question, la question de la lutte des femmes, de la lutte pour les droits des femmes, c'est quand moi-même j'ai été confrontée à un certain nombre de choses, et puis aussi quand, grâce à mes études, j'ai découvert les travaux de femmes noires féministes, d'où le fait afroféminisme. Afroféminisme, c'est vraiment le combat des femmes noires. Et souvent, en fait, ce combat, en fait, est à la croisée de plusieurs mondes, puisqu'en fait, c'est ce qu'on appelle l'intersectionnalité. On a la question des femmes, mais on a la question aussi de la race, avec notre condition en tant que femme noire. Et comme je disais, on est la base de la base dans cette pyramide. Voilà, on est en dessous de tout, nous les femmes noires. Souvent, il y a des théoriciens et des théoriciennes qui disent, si vous voulez voir comment va le monde, regardez comment fonctionnent les femmes noires. Regardez ce qu'elles vivent et vous saurez en fait l'état du monde. Donc voilà. Et donc c'est comme ça que les choses commencent petit à petit. Et aujourd'hui, dans mon cheminement, moi, je me situerais plutôt... alors, c'est pas que je ne suis pas afroféministe, c'est plutôt qu'en fait, je suis... une féministe martiniquaise. Parce que l'afroféminisme prend en compte effectivement le fait de ma couleur de peau, de ma race, mais être martiniquaise, c'est encore une toute autre réalité, puisque toutes les femmes martiniquaises ne sont pas noires. En grande majorité. En grande majorité, mais si on prend le spectre de toutes les couleurs que l'on a, parce qu'on n'est pas toutes, quand je dis, voilà, le métissage, et comme on ressort, il y a des femmes qui sont très très claires de peau, qui ont du sang noir, donc qui sont afrodescendantes, mais pas seulement, enfin on n'est pas tous seulement afrodescendants, bref, ces femmes qui sont très claires de peau, elles sont martiniquaises et elles vivent aussi une réalité par rapport à cela. Donc c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à dire que je suis une féministe martiniquaise, ce qui pour moi comprend une part d'afroféminisme, mais qui n'est pas que l'afroféminisme. Mais bon, ça c'est ma petite définition à moi qui complexifie les choses. Ce que j'entends aussi, c'est-à-dire que le côté afro, ça rentre aussi un petit peu dans un processus de communautarisme. C'est-à-dire en disant afroféminisme, mais le fait de l'appliquer en Martinique, le fait que ce soit sur un territoire avec ce métissage-là, c'est pourquoi que tu préfères le mettre comme martiniquaise féministe. Oui, parce qu'en fait, je crois qu'on a une stratification, on a une couche en fait. C'est-à-dire que dans l'afroféminisme, comme tu dis, c'est communautaire. Communautariste. Par rapport à l'Afro. Oui, on est d'accord. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord sur ça. Et de toute façon, c'est aussi la communauté des femmes qui mène un certain nombre de combats. Mais en fait, je trouve que dans l'afroféminisme, il y a une part qui passe un peu à la trappe si on s'intéresse à la société martiniquaise. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre société martiniquaise, on a une réalité qui est qu'on est une ancienne colonie française, qu'on est aujourd'hui un département, enfin un territoire d'outre-mer, d'accord ? On fait partie des DROMCOM. Et en fait, cette réalité-là fait que on n'est pas n'importe quelle femme noire dans cette société française.
C'est-à-dire qu'on n'est pas comme la femme noire qui vit, qui est, je sais pas moi, peut-être d'origine sénégalaise ou malienne et qui vit en hexagone. Il y a une autre couche en fait. Et c'est pour ça qu'en disant féministe martiniquaise, j'ajoute cette couche-là. Il y a une différenciation. Voilà. Et cette différenciation-là, elle passe pour moi notamment par le fait qu'on soit outre-mer. Cette fameuse frontière de l'outre-mer où en fait on n'est pas de vrais citoyens. On est des citoyens de seconde zone, on est moins considérés, on est loin. Donc, il y a des choses qui s'appliquent en hexagone, qui s'appliquent encore moins chez nous, en fait. Et donc, c'est pour ça que moi, j'aurais tendance à parler comme ça. Mais je crois que c'est important de se dire qu'il y a un vrai combat féministe à avoir et que ce combat féministe doit aussi se concentrer sur ce à quoi on ressemble. Parce que moi qui suis, alors bon, je ne suis pas extrêmement foncée de peau, mais je sais que par rapport à d'autres personnes, d'autres femmes de mon entourage qui sont plus claires de peau, elles ont des passe-droits que moi je n'ai pas. Ou parce que mes cheveux sont plus crépus, je passe moins... Voilà, ok. Donc, on sait déjà, toute notre société avec ses catégories socio-raciales qui sont héritées de la société esclavagiste et coloniale, qui imbriquent la classe sociale et la race, donc ce à quoi on ressemble. Mais en fait, tout ça, ça nous enferme dans une espèce de relation malsaine qui fait que, en fonction de ce à quoi on ressemble, alors certains vont dire le colorisme, c'est un terme que j'aime moins, mais en fait qui prend en compte aussi cette réalité-là. Donc en disant féministe martiniquaise, c'est à toute cette réalité-là que je fais référence. D'accord. En comprenant l'afroféminisme, parce que je ne le mets pas de côté, je ne le mets pas aux oubliettes, pas du tout. C'est que je vais plus loin. Ouais, tu vas regarder par rapport à ton contexte martiniquais. Exactement, exact. Voilà, si c'était dans un contexte plus français, là, ce serait autre chose. Voilà, exactement. Voilà, je comprends. Bon, Oui. du coup, c'est bien parce que tu as fait 4 questions en une. Ça nous permet Elle est efficace. ça permet d'avancer. Est-ce que pour toi, il y a des figures clés à connaître sur le féminisme ou l'afroféminisme? Alors, bon, bien entendu, je vais citer Bell Hooks, qui est l'afroféministe nord-américaine par excellence. Alors, Bell, B-E-2-L, tout en minuscule. H2OKS, voilà, Bell Hooks. Mais en fait, je vais rester sur chez nous, comme j'expliquais. Pour moi, il y a à la fois les sœurs Nardal, donc toutes, dans ce qu'elles ont pu tout écrire, en sachant qu'elles étaient très nombreuses et elles avaient aussi des façons de voir différentes, même si elles menaient des combats communs. Et donc, on peut aller de Paulette à Jeanne, si on doit prendre les deux extrêmes, entre guillemets. Je pense qu'il y a bien entendu Maryse Condé, il y a bien sûr Simone Schwarzbart, où en fait, ce sont des femmes qui ont produit pour la littérature, mais qui, à travers leur littérature, finalement, ont théorisé, en fait, les combats, pour moi, les combats des femmes de la Caraïbe insulaire francophone, donc Martinique, Guadeloupe, et un peu Haïti. Et puis je pense aussi à c'est dommage parce que j'avais une liste bien détaillée en venant et puis là j'ai tout oublié mais j'ai dit Maryse Condé, j'ai dit les sœurs Nardal, Simone Schwarzbart, on a aussi Suzanne Roussy-Césaire, personnage clé et déterminant avec vraiment une prose et un parti pris qui voilà quoi. Mais pour le coup, il y a un ouvrage qui est vraiment bien et que je recommande, qui est d'Annette. Donc c'est Annette Joseph Gabriel qui l'a écrit, qui s'appelle je vais retrouver le nom, mais c'est les éditions Rothbard Creek et c'est un ouvrage qui parle en fait des parcours de femmes dans l'Empire. Imaginez la libération. Imaginez la libération de l'Empire. Ouais, voilà. Et en fait, dans Imaginez la libération, on a les profils donc des sœurs Nardal, notamment de Paulette. On a le profil de Suzanne Roussy-Césaire, on a le profil d'Eugénie Ebouetel pour la Guyane. Et en fait, je trouve que tous ces parcours de femmes, même s'ils ne sont pas toujours envisagés comme un afroféminisme proactif, parce qu'elles sont quand même, pour certaines, dans des comment dirais-je, elles sont pas forcément les plus radicales, mais leur parcours est tout aussi intéressant. Parce qu'on ne peut pas tout être radical. On peut pas, dans une cause, on ne peut pas tous et toutes être radicaux. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en fait, elles utilisent les armes qu'elles ont à leur disposition comme levier et comme mécanisme pour repenser et se défaire du colonialisme et notamment du patriarcat qui est complètement le fruit maudit du colonialisme.
Ok, d'accord. Justement, c'est intéressant de pouvoir parler de toutes ces... Parce qu'on parle souvent, notamment sur ce plateau-là, des leaders. Et le plus souvent, quand on parle de leaders, on ne parle que d'hommes, justement. Enfin, ça, le cas pour moi le plus saisissant là, dans cette thématique-là, c'est Paulette Nardal et Suzanne Roussy, où on les invisibilise totalement par rapport à leur rapport dans les combats justement qu'on peut connaître sur la négritude ou autre. Donc effectivement, c'est très intéressant que tu aies pu détailler tout ça pour nous donner en fait des noms que je pense que beaucoup vont découvrir malheureusement ce soir. Ah oui, il y a aussi Claude Carbet. Pardon, c'est que ça me revient comme ça, mais j'avais vraiment envie de citer son nom, Claude Carbet, qui a produit des choses hyper intéressantes, et Marie-Thérèse Longfou aussi. Ce sont des femmes martiniquaises qui ont, par exemple, Marie-Thérèse Longfou, on a tendance à la cantonner à des livres pour enfants et des livres de cuisine, mais c'était une artiste plasticienne. Elle a produit des écrits, elle a produit des œuvres d'art qui ont été primées, et notamment la statue de Victor Schellcher qui était à Schellcher et qui a été déboulonnée. Donc c'est hyper intéressant de voir en fait comment on ne sait pas qui a fait quoi ni comment, et comment on hérite de choses, et en voulant déconstruire, on n'a pas forcément les clés pour déconstruire comme il le faudrait, ou en tout cas en ayant tous les éléments. Bref, donc voilà. Mais vas-y, continue. Désolée, je t'ai interrompu. Excusez-moi. Oui. Tu parles d'Annette Joseph Gabriel. Oui. Je regardais que c'était une Martiniquaise, c'est une Française, elle a étudié en France, mais elle enseigne aux États-Unis. Oui. Donc il y a plus de facilité aussi par rapport à l'émancipation de ce côté afro-féminisme, quand c'est comme ça. Ben, en fait, pour les Américains, ce que je regarde également, beaucoup de grandes figures sont souvent américaines. C'est vrai. Par rapport à la ségrégation aussi. C'est vrai. Mais beaucoup de ces figures noires américaines se sont inspirées de nos intellectuels et de nos intellectuelles. Par exemple, tous ceux qui travaillent sur la pensée noire aux États-Unis, sur l'afroféminisme, etc., vont énormément citer Césaire Fanon, les sœurs Nardal. Aujourd'hui, en Martinique, les sœurs Nardal bénéficient, notamment Paulette Nardal, d'une reconquête, je dirais, qui est le fruit d'un travail de plusieurs personnes. Voilà, il y a des associations, je pense notamment à Catherine Marceline, le combat qu'elle mène pour sa panthéonisation, mais il y a aussi des travaux comme ceux de Léa Mormin-Chauvac, et puis il y a des travaux d'universitaires qui sont moins connus, parce que c'est vrai que quand on nous demande de produire pour l'université, on nous demande de produire selon un certain format. Il faut qu'on montre... faut un peu faire la démonstration de ce qu'on est capable de faire. Et c'est vrai que pour la majorité, pour le grand public, c'est des fois un peu indigeste. Parce qu'on nous demande des formes qui sont très... voilà. Voilà. Mais en fait, et puis on nous apprend pas en fait à transmettre au grand public à l'université, ce qui est dommage. Ce qui est important aussi, surtout quand on est dans une société comme chez nous, on a besoin de ça parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas. Il y a des trous. Il y a des espaces où il n'y a pas de transmission, donc on se perd un peu. Mais pour le coup, les intellectuels noirs que l'on peut voir aux États-Unis aujourd'hui, les Noirs américains, voilà, ils puisent leur théorie chez nous. Et ça, je le dis vraiment sans... j'essaie pas d'être chauvine ou autre, mais c'est une réalité. Nos intellectuels et nos intellectuels ont produit énormément de travaux qui ont permis, notamment aux Noirs américains et aux Noires américaines, pendant la ségrégation raciale, de produire eux-mêmes d'autres travaux. Parce que tout ça communiquait ensemble, en fait. Tout ça, il y avait des échanges. Et ce qui crée cette diaspora noire et ces échanges, c'est aussi l'expérience du monde atlantique. Donc l'expérience on est issu d'une société dans laquelle on a déporté des gens, qu'on a mis en esclavage, etc. Et donc, en fait, cette expérience atlantique, ce Black Atlantic, comme dit l'historien Paul Gilroy, l'Atlantique noir, c'est ce qui forge une expérience qui fait que dans les années 50, dans les années 30, dans les années 50, dans les années 70, dans les années 80, encore aujourd'hui, on voit qu'on a besoin de discuter ensemble. Après, il y a un autre élément. Donc, Annette Joseph Gabriel, oui, elle enseigne aux États-Unis. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment les chercheurs et chercheuses noirs américains, noires américaines, viennent en France. Parce qu'en France, on leur donne une certaine liberté pour travailler sur leur sujet. Et de voir comment nous, les chercheurs et chercheuses noirs françaises, par moment, on est obligé de s'expatrier aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, on nous donne la liberté de travailler sur nos sujets. Okay. Pour le coup, ma chance, c'est que moi, je suis à l'Université des Antilles, où en fait, je suis quand même à l'abri
je suis en France, je suis dans le système français, mais je suis à l'abri de certaines problématiques et notamment, je ne suis pas comme certains collègues qui sont sur des listes d'universitaires à tuer parce que des néo-nazis tiennent des listes en disant ils travaillent sur du colonial, sur du décolonial, ils travaillent sur les Noirs, etc. Et donc, il y a des listes avec le nom de mes collègues où ils reçoivent des menaces de mort, des choses comme ça. Et donc, s'expatrier aux États-Unis, c'est un moyen à la fois de pouvoir continuer sa recherche en étant en sécurité, parce qu'il y a une vraie réalité sur ça, et en même temps, de pouvoir faire foisonner en fait ce monde atlantique dont je parlais tout à l'heure avec des échanges. Et notamment en octobre, j'ai eu la chance et l'honneur de participer à une conférence, enfin un colloque sur 3 jours au College of Boston. Donc on était à Boston et on n'était que des intellectuels, que des chercheuses, majoritairement des chercheuses. Je pense qu'il y avait 5 ou 6 hommes. On n'était que des femmes à travailler. On travaillait toutes sur le monde noir francophone. Et en fait, on a tous et toutes présenté nos travaux. Et c'était vraiment fantastique. On a passé 3 jours, c'était génial. Mais voilà. Ok. Alors, quel type d'action, d'initiative que tu vas mener pour pouvoir sensibiliser au mouvement afroféministe? Alors moi, essentiellement, mes actions, elles vont passer dans ma recherche, dans mon travail, c'est-à-dire que je suis amenée, j'ai la chance de pouvoir souvent présenter mes travaux au grand public, donc dans des conférences, pour des municipalités, pour des associations, et puis aussi je fais des balades historiques avec mon entreprise, Lyon l'Histoire, même si là c'est sur pause parce que je suis en phase d'écriture de la thèse. Et en fait, à travers mon travail, en fait, j'essaie toujours de ramener la question de où sont les femmes. Parce que, comme je disais, je travaille sur la mémoire de l'esclavage dans les musiques, en Martinique et en Guadeloupe. Quand j'en parle, est-ce que des femmes composent des chansons? Est-ce que les femmes chantent les chansons? Est-ce que dans les thématiques de ces chansons qui parlent de l'esclavage, on parle des femmes? Comment on parle des femmes? Si on ne parle pas des femmes, pourquoi on ne parle pas des femmes? Pour moi, c'est une façon de montrer comment la question se pose ou ne se pose pas, ou comment la question existe ou n'existe pas. Et il y a un exemple qui est hyper frappant, c'est que je vais avoir pas mal de chansons dans les années 70 qui vont parler du nègre marron. Elles vont parler de la figure du nègre marron, que c'est un héros, qu'on l'avait oublié, qu'on l'a mis de côté, qui était critiqué. On nous a appris, par exemple, je pense à une chanson de Kassav qui dit « On m'a toujours appris à avoir peur des nègres marrons, mais aujourd'hui, je me rends compte que j'en suis un. » Enfin, voilà, quoi. Donc, il y a toute une réhabilitation du personnage avec son héroïsation. Et en fait, le nègre marron, c'est toujours un homme noir à la peau très foncée, buste nu, très agressif, qui a un coutelas. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi cette gêne par rapport à la place de la femme pendant l'esclavage, qui était aussi par rapport à la propriété du maître, qui pouvait être dans la chambre du maître, mais qui pouvait être également dans le champ. Est-ce qu'il n'y avait pas cette honte-là par rapport à la place de la femme à cette époque? En fait, je pense que cette honte existe, ou a existé. Je ne pourrais pas dire, après c'est à chacun de voir, donc je ne vais pas non plus généraliser. Mais en fait, je crois que c'est surtout qu'il y a une méconnaissance. On imagine la période esclavagiste d'une certaine façon. Souvent. On imagine que... Et souvent aussi qui sont alimentés de par la cinématographie aussi. Cinématographie, et puis aussi certains combats. Par exemple, on parle tout le temps des nègres de maison, qui est une expression que l'on doit notamment à Malcolm X, qui, à la fin de sa vie, regrettait d'avoir dit ça. C'est-à-dire que le truc qu'il défendait en disant « oui, le nègre de maison, c'est un hypocrite, un traître, etc. » Lui-même, avant de mourir, est revenu sur cette parole. Parce qu'en fait, il n'y a pas de hiérarchie à créer entre les esclavisés. Ils sont tous et toutes esclavisés. Il n'y a pas, même si on pense que parce que tu es domestique, tu es dans la maison, tu échappes au travail des champs, au fouet, alors peut-être, mais tu es 24 heures sur 24 avec le maître ou avec la maîtresse. Tu dors au pied de son lit. Quand il se lève la nuit pour aller faire ses besoins, tu le nettoies. Alors que quand tu travailles au champ, quand la nuit tombe et que tu es dans ta case, tu es dans ta case. Tu vois ce que je veux te dire? Tout à fait. Et donc, en fait, on a cette représentation qui est nourrie de toutes ces choses-là et qui empêche toute complexité et toute nuance. Par exemple, il y a un ouvrage qui est majeur, dont je parle tout le temps, que l'on doit à l'historien martiniquais Gilbert Pagot, à qui je dis coucou Gilbert, boss Gilbert, j'aime beaucoup Gilbert, il est vraiment très gentil. Et en fait, Gilbert, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les femmes et la liquidation du système esclavagiste ». Et dans ce livre, il explique comment toutes
les insurrections d'esclaves qui ont abouti, qui ont fait beaucoup de dégâts, sont des insurrections où les femmes étaient à des postes clés. Donc, ça veut dire que celles où il n'y avait pas des femmes à des postes clés, en fait, elles passaient un peu à la trappe. Donc, il y a une réalité dans ce rôle de femme où, effectivement, on a la femme dans la société esclavagiste, la femme noire, la femme esclavisée, c'est vraiment comme je disais tout à l'heure, le bas du bas, du bas, du bas, du bas. Mais elle va mettre en place un certain nombre de stratégies. À partir du moment où tu es contrainte, à partir du moment où moi, je prends moi en tant que femme, à partir du moment où je me sens contrainte, où je me sens forcée, où je me sens dans une situation où, voilà, je vais chercher à mettre en place une stratégie pour ne pas subir la chose. Soit pour éviter qu'elle me fasse trop de mal, soit pour complètement l'éviter, tu vois. Et donc, ces femmes, moi, je suis en 2025, je vais bien, enfin, voilà, on n'est pas dans une société esclavagiste, mais elles, à l'époque, qui étaient dans cette société esclavagiste, elles ont déployé des tactiques. Et ces tactiques qu'elles ont déployées, ces stratégies, ces actes de résistance, qui des fois ne sont pas perçus comme des actes de résistance, allaient de tenter d'empoisonner le maître parce que tu es à la cuisine. Donc à ce moment-là, tu mets du verre pilé dans sa nourriture. Comme ça, au moins, il est mort, ça nous fait des vacances. Jusqu'à ce que... empoisonner le maître, ralentir la cadence de travail, empoisonner les bêtes. Court-circuiter de l'intérieur. Court-circuiter. Et puis ça allait à des exemples beaucoup plus radicaux et beaucoup plus difficiles, comme par exemple briser la fontanelle de ton enfant qui vient de naître, parce que tu ne veux pas qu'il vive comme esclave. Et donc tu es là et tu enfonces l'enfant que tu viens de mettre au monde, tu le tues, tu commets un infanticide. Et tu sais ce que tu fais. Tu ne le fais pas parce que tu es dans un délire, c'est parce que tu sais très bien que tu ne vas pas supporter de voir ton enfant passer par ces étapes-là. Non, ce qui crée aussi des souffrances héréditaires aussi. Exactement, avec tout ce qui va avec. Tu vois, et donc, des fois, elles cachaient leur grossesse pour être sûr que le maître ne voit pas qu'elles sont enceintes pour ensuite tuer l'enfant. Mais par rapport à toutes ces souffrances, tu parlais de patriarcat de l'homme blanc. Mais il y a quand même des choses qui ont barré, entre parenthèses, quand je dis barré, c'est pas vraiment le terme, mais qui ont bloqué ces histoires que là, actuellement, par rapport à le cliché que je viens de dire au début, il y a bien des choses qui ont empêché de raconter ce genre d'histoire-là pour montrer que les femmes également, elles étaient plus qu'impliquées par rapport à la cause. Ah oui, c'est sûr. Mais de toute façon, comme c'est une histoire aussi qui est écrite, alors c'est une histoire qui est écrite jusqu'à un certain moment. Donc il y a une sorte de patriarcat noir aussi, d'homme noir. Mais bien sûr. Qui viennent également à cette émergence-là de la femme. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que la femme noire se bat doublement. Elle se bat doublement parce qu'elle n'a pas seulement l'homme blanc face à elle, elle a aussi l'homme noir. Combien d'hommes noirs dans notre société martiniquaise ne supportent pas de voir une femme capable de changer une roue, capable dans un couple parce qu'ils disent « ouais, mais elle n'a pas besoin de moi ». Alors ça s'entend jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on a ces héritages qu'on doit repenser, qu'on doit déconstruire, mais il faut déjà se rendre compte qu'ils sont là et en discuter et avancer. Mais comme tu dis, oui, c'est à plusieurs niveaux. Il n'y a pas que... Et c'est pour ça que c'est important d'avoir ce féminisme noir, cet afroféminisme. Parce qu'il nous permet de penser des problématiques. Aux États-Unis, il y a des statistiques ethniques. Les statistiques ethniques aux États-Unis prouvent bien que les femmes noires, quand elles vont accoucher, elles sont moins bien prises en charge. Ça veut dire qu'en fait, il y a un taux de mortalité chez les femmes noires, au moment de l'accouchement, qui dépasse l'entendement parce qu'elles sont des femmes noires. En France, on refuse... aux États-Unis. Oui. Complètement. C'est une réelle problématique. C'est une problématique de santé publique, vraiment. Genre, c'est un truc, ça fait régulièrement. C'est comme le fait que les petites filles noires sont plus rapidement considérées comme des jeunes filles. C'est ce qu'on va appeler en anglais adultification, c'est-à-dire que parce que c'est une petite fille noire, elle est forcément, c'est une petite fille noire de 7 ans qui est à côté d'une petite fille blanche de 7 ans, mais la petite fille noire de 7 ans, on va considérer qu'elle a déjà 10 ans. Est-ce que c'est pas par rapport à sa morphologie? C'est sa morphologie, bien sûr. Mais c'est parce qu'elle est noire, tu vois. Et donc, en fait, cette réalité-là fait qu'on n'a pas le même traitement. Moi, je le vois, il y a des endroits où je vais rentrer en Martinique. Alors, peut-être moins maintenant, parce que je fais de la recherche, on me voit à la télé, donc on sait un peu qui je suis, donc on me reconnaît, on se dit, ah, ce visage-là me dit un truc. Donc, on ne va pas me traiter comme on traite Madame Tout-le-Monde. Mais en vrai... Toi, un passe-toi.
oui, mine de rien, tu vois, une sorte de célébrité, je dirais ça comme ça, avec beaucoup de pincettes et tout ça. Mais je sais que c'est une réalité parce qu'il y a des endroits où je vais rentrer, on va pas m'accueillir de la même manière parce que je ne suis pas une chabine aux yeux verts, avec des cheveux bouclés. Donc il y a aussi cette forme de colorisme aussi. Donc, le fait que à part qu'il y a le côté afro-féministe, mais il y a également le problème du patriarcat de l'homme noir, mais également le problème de colorisme également. Exactement. Et qui est au regard également de la femme noire. Exactement. Parce que la femme noire peut aussi avoir des préjugés par rapport Exactement. Donc il y a il y a tout plein de biais en fait, tu vois. Mais c'est ce qui fait aussi que c'est important, par exemple, l'espace que vous avez là avec Choupoutette, le fait de pouvoir en parler, d'avoir des gens qui nous regardent, qui j'espère vont comprendre ce qu'on dit et vont pouvoir aller plus loin. Chacun, tu vois, parce que en fait l'idée c'est pas de dire que notre société elle est fichue, même si tout nous donne l'impression que ça va pas, le monde est malade, machin, il y a la guerre, il y a ci, il y a ça, tout ça et tout. Je veux dire, mon constat, je veux pas être pessimiste, tu vois, mais je veux croire qu'avec des espaces comme celui-là et comme ce que vous faites, parce que le fait de m'inviter là, vous êtes des hommes noirs, faut s'asseoir et pouvoir entendre ce que je dis. Pouvoir entendre que je dis que, quand j'étais au lycée, j'avais pas la cote. Parce que j'étais trop noire. Tous les gars étaient sur Fille du Soleil avec tes cheveux noirs sur ta peau dorée. Moi, mes cheveux, ils étaient pas noirs sur ma peau dorée, tu vois, ça bouclait pas. Le bail, là, il y a des braids, là, donc on fait style. Mais le bail, tu vois, c'est comme ça, en fait. Et donc, j'avais pas la cote. J'étais la bonne copine. Jamais j'allais être la petite copine. Parce que j'avais pas la tête de l'emploi. Tu vois, donc, Mais faire ça, c'est courageux. Avoir la discussion qu'on a là, c'est courageux, c'est être courageuse, mais c'est une réalité. Nous, les femmes noires, on doit déployer un certain nombre de stratégies, de choses, etc. pour arriver là où on doit arriver. Comme on le disait au début, déconstruction. Hein, exactement. Parfaite transition. Quels sont pour toi les mythes qui sont à déconstruire sur l'afroféminisme? Alors, le premier mythe, c'est de considérer que être féministe, c'est être anti-homme. OK? Ça, c'est pas vrai. Hein? Parce que le patriarcat, il fait du mal aux femmes, mais il fait énormément de mal aux hommes. Hein? Et je vous regarde, messieurs, énormément de mal. Est-ce qu'il fait pas aussi plus de mal par rapport à l'image de l'homme actuel? Parce qu'il y a aussi une façon aussi de voir un patriarcat à une certaine époque, et que je dirais que les générations ne sont pas forcément les mêmes, ne voient pas forcément de la même manière. Oui, je pense. En fait, je pense que le patriarcat, c'est comme le racisme, c'est comme l'homophobie. Il y a la victime avérée qui est victime d'homophobie, victime de racisme, victime de misogynie. Et il y a le mal que ça fait à la personne qui perpétue cette violence et cette domination. Et qui refuse d'interroger son privilège, d'interroger le fait qu'elle n'est pas à se poser la question de, par exemple, vous ne vous posez pas la question, quand vous êtes à Fort-de-France, vous êtes sorti d'un plan entre amis, quand vous allez aller à votre voiture, est-ce que quelqu'un va vous suivre? Tout à fait. Est-ce qu'il faut que tu agites tes clés? Est-ce que quand le gars te dit « psite chabine », tu réponds ou tu réponds pas? Si tu réponds, ça va engager la discussion. Jusqu'où ça va aller? Si tu réponds pas, ou c'est en pitin, machin, non, etc. Donc, tu vois, vous n'avez pas ce truc-là. Et le fait de vous interroger là-dessus, c'est pas pour vous faire du tort. C'est justement pour permettre que dans l'éducation qui est transmise et dans les rapports que vous avez vous-même avec vos amis hommes, que vous puissiez leur dire, c'est pas bien de faire ça, il n'est pas fait. Oui, c'est clair qu'il y a ce regard-là de l'homme. Et un truc que j'ai aussi eu à constater, comme on disait, on ne l'a pas vraiment dit, c'est aussi des fois le regard entre les femmes aussi. Comme on disait, par rapport au colorisme, par rapport à certaines choses. Donc, c'est vraiment tout ça à déconstruire. Mais ça passe par ça. Et donc, pour moi, le premier truc, comme tu disais, pour revenir à la question, c'est vraiment ça. Arrêter de penser qu'être féministe, être afroféministe, c'est être anti-homme. Pas du tout. C'est au contraire œuvrer pour qu'on vive tous en harmonie. Après, je pense qu'il y a un autre élément, c'est de comprendre que tant qu'on sera dans une société patriarcale, il n'y a pas, et là je vais insister là-dessus, à aucun moment, en aucune façon, on ne doit remettre en doute la parole d'une femme qui dénonce des violences sexistes, des violences sexuelles, de la violence conjugale et des choses comme ça. Pourquoi ?
parce que ça tue. OK? Sur ça, il n'y a pas de doute. Et le fait de dénoncer ça et de dire, voilà, il y a un certain nombre de choses qui ont été mises en œuvre ces dernières années. On a vu des choses sur les réseaux sociaux, on a vu des choses à gauche, à droite, etc. Et comme tu disais, souvent, en fait, on a cette perception où on se dit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Et puis, on a ces femmes qui sont autour de ces hommes qui sont accusés de certaines choses et qui vont... Parce qu'elles les aiment, ces hommes. C'est leurs frères, c'est leurs amis, c'est leurs petits copains, c'est leur père, c'est leur oncle. C'est quelqu'un pour qui elles ont énormément de respect et qu'elles admirent. Et donc, elles vont avoir tendance à ne pas les interroger eux, en fait. Alors qu'une femme qui sort de ce silence, et on doit dénoncer tout cela, plus on ne parle même pas d'inceste ouvertement en Martinique, alors que c'est une vraie problématique. Ouais, c'est une problématique qui est extrêmement prégnante parce qu'on sait dans les familles, on voit dans les familles. On fait comme si on ne voit pas parce que c'est tellement horrible que c'est plus facile d'avoir ce déni. La loi du silence. Exactement. Mais pour le coup, ces femmes qui réussissent à sortir de leur silence, ces femmes qui réussissent à poser des mots, à dire voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qui s'est passé, se dire juste ah ouais mais c'est une féministe frustrée, franchement arrêtons avec ça. Parce qu'on n'a rien à gagner à dire « j'ai été victime de telle chose ». On n'a rien, on gagne rien. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de... On est encore plus mal vu, on est encore plus jugé, on est encore plus méprisé. On ne gagne rien. Si ce n'est qu'en fait, pourquoi on dénonce ces choses-là, c'est parce qu'on veut enrayer en fait la chose qui se passe. Et on veut donner du courage à celles qui n'arrivent pas à parler. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est l'un des combats qu'il faut mener. En parlant de violence, parce que quand on regarde un peu nos sociétés, beaucoup de foyers monoparentaux, tout ça, donc beaucoup de femmes qui élèvent des hommes. Et malgré ça, il y a encore cette violence qui perdure au niveau de ces mêmes hommes. Ça peut être causé de par quoi? Surtout si l'éducation est donnée par les femmes. Mais pour le coup, c'est parce qu'il y a un manque de prise de conscience. Et il y a... Parce que c'est internalisé. Tu sais, moi qui suis dans cette posture, je me considère à mon échelle, à mon humble petite échelle, comme une militante féministe martiniquaise qui pose un certain nombre de questions. Je pense que je suis moins engagée que d'autres femmes encore. Vous auriez pu avoir quelqu'un qui est beaucoup plus engagé que moi sur le plateau. C'est tombé sur moi, merci quand même. Mais pour le coup, il y a pas mal de choses qui sont internalisées. Tu vois, quand par exemple... on va voir, je sais pas, moi je vais voir, je prends un truc tout bête. Tu es là, tu regardes un tapis rouge ou tu regardes des tenues à la Baka, je vais me faire, ah ouais, c'est quand même court. Hein. Tu vois? Parce que moi je m'habille pas court. Mais en fait, en vrai, elle fait ce qu'elle veut. Donc en fait, je vais pas le dire pour dire, je porte pas un mépris sur elle quand je dis, ah ouais, c'est quand même court. Parce que je ne me dis pas parce que c'est court, c'est une fille facile, je ne me dis pas ça. Parce que j'ai un certain nombre de combats, de luttes, machin et tout, que j'ai emmagasiné, donc ça fait que machin. Mais en vrai, quand une société, comme je disais, notre société est forgée par ce patriarcat et par ce racisme. Donc le racisme en France, en Martinique, c'est institutionnel. La misogynie est institutionnelle aussi. Ça fait partie. Donc c'est internalisé. Donc si on n'a pas... si on ne prend pas conscience de certaines choses et qu'on n'interroge pas nous-mêmes nos comportements, ben, c'est normal, on va les transmettre. Tu vois, quand par exemple, bon, ça ne m'est pas arrivé, mais je prends un exemple comme ça, si tu as un neveu qui veut pour Noël une cuisinière, il ne faut pas lui dire non. Peut être grand chef. Tu vois, s'il veut un truc de couture, tu vois, en fait, il faut... Et en fait, que va dire la famille et l'entourage, en plus on est en Martinique, quand on va dire, quand, je sais pas moi, Paul va dire, ouais, j'ai acheté pour mon fils, il voulait une machine à coudre, je l'ai acheté, on va lui dire, est-ce que c'est en Macoumé, est-ce que... Tout de suite, on va rentrer. Et en fait, tout de suite, on transmet. Et donc, effectivement, je pense que par moment, nous, les femmes, on a tellement de choses à gérer qu'on refuse de se rendre compte de certaines choses et qu'on transmet comme ça, et c'est pour ça qu'il faut en parler, c'est pour ça qu'il faut déconstruire, comme vous faites là, pour qu'en fait on puisse se rendre compte qu'il faut qu'on éduque autrement nos fils. Et il y a notamment les travaux de Joëlle Kabil, qui est une chercheuse martiniquaise, sur les masculinités,
j'invite tout le monde à lire les travaux de Joël Kabyle parce que elle décrit bien dans notre société comment on a des profils types, c'est-à-dire qu'on a le coq. Donc lui, il peut avoir plein de conquêtes, mais c'est quand même un homme qu'on va admirer parce qu'il est quand même responsable. Elle parle de tout l'enjeu autour de la responsabilité, être en responsabilité, être responsable. Qu'est-ce que ça veut dire pour un homme martiniquais et tout. Elle va nous parler du fils à maman qui va être choyé et tout ce qu'il va faire, on va rien dire. Aucune femme de l'entourage ne va rien dire. Eh ben, il faut qu'on sorte de ça. Et donc peut-être qu'en lisant les travaux de Joël, en identifiant ces différents profils, on va pouvoir se dire, ouais, effectivement. Moi, quand j'ai lu ça, je me suis rendu compte que certains de mes cousins, je les identifiais comme ça. Je me suis dit, je vais questionner autrement mes cousins. Ce qui fait que, par exemple, à Noël, on était à table, et à un moment donné, la discussion arrive sur des violences sexistes et sexuelles, et sur les violences conjugales. Et en fait, c'est la première fois que je leur disais, les gars, moi, si j'apprends que vous avez fait un truc comme ça, on va s'asseoir, on va parler. Je ne vais pas vous laisser tomber, vous êtes mes cousins, je vous aime. Mais on va s'asseoir, on va parler. Et votre posture ne devra pas être « Ah, mademoiselle, c'est une menteuse. » Vous allez aller, vous allez demander pardon. Bon, tout s'est bien passé, le repas s'est bien fini. Parce qu'on est tous intelligents, tu vois. Et qu'ils ont compris ce que je voulais dire. Mais pour le coup, ça passe par ça aussi. Un sujet délicat, mais quand même à exposer et à parler pour mieux comprendre certaines choses. Exactement. Et par rapport à ce que tu as dit, je voulais juste rajouter que beaucoup de schémas sont inconscients. Comme elle l'a dit, si c'est pas conscientisé, on va les transmettre. Et donc là, elle a parlé justement dans les foyers. Tu as parlé des foyers monoparentaux. Donc ça s'explique par ce qu'elle a dit, mais aussi par le fait qu'inconsciemment, même en étant conscient de certaines choses, inconsciemment, en fait, on transmet une énergie, on transmet aussi des paroles, des gestes. Alors pas forcément des paroles, mais des gestes qui vont être compris par l'enfant comme des stéréotypes de genre. Et en fait, je prends aussi l'exemple, ce qu'on appelle le curriculum dans l'éducation, dans les sciences de l'éducation, et il explique que même les professionnels de l'éducation transmettent des valeurs sexistes. Et ça aussi, c'est de la sociologie, en fait. C'est les sciences sociales, effectivement, qui travaillent là-dessus et qui montrent qu'il y a tout un panel, en fait, de comportements sexistes qu'on transmet sans même s'en rendre compte. Moi, je prends souvent justement l'exemple de quand j'étais en centre de loisirs et que systématiquement, mes animatrices, quand il y avait un enfant qui avait un problème, prenaient dans leurs bras les filles et les garçons ne les prenaient pas tout de suite dans leurs bras, essayaient de les raisonner, etc. ou calmer tout de suite l'émotion en disant mais ça va aller, etc. alors que c'est des choses qu'elles ne faisaient pas forcément pour les filles. En discutant, en fait, elles se rendent même pas compte, en fait. Ça, ce sont des schémas inconscients. Pourtant, elles sont justement sur le fait qu'il faut arrêter avec ces schémas-là, mais inconsciemment, elles vont reproduire ça. Par rapport au colorisme, la fille claire de peau, cheveux, comme tu as dit, fille du soleil, elle était beaucoup plus choyée que la fille foncée de peau, un peu, qui avait du surpoids, par exemple, un peu de surpoids. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent dans le conscient, et même quand on est militant, on ne se rend pas compte, en fait. C'est par la pratique, en fait, qu'on va se rendre compte, et par l'échange avec d'autres personnes qui vont pouvoir nous faire voir qu'on a des schémas dans l'inconscient. L'éducation, le mimétisme, voilà. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu par rapport à ça. Exact. Du coup, est-ce que tu as une expérience ou une anecdote qui est liée à tes combats que tu souhaiterais partager avec nous? Moi, en fait, c'est quelque chose qui est jamais très évident à vivre. En tant que chercheuse, j'aurais toujours tendance à expliquer. Moi, l'explication vient vite. C'est-à-dire, on me pose la question, je pense que vous avez vu ça là, ça démarre. Désolée. On ne faut pas s'excuser, au contraire, c'est tout bien. Et pour le coup, en fait, moi, pour le moment où je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un enjeu autour de ma position, parce que le fait d'être une intellectuelle, une femme noire intellectuelle, c'est aussi, alors, c'est des combats, mais il y a aussi une part de privilège. J'ai accès à des informations auxquelles tout le monde n'a pas accès, etc. En fait, je me suis rendu compte que j'avais tendance à transmettre comme ça. Et pour moi, là où je me suis rendu compte que dans mon combat, enfin que j'ai un combat à mener sur le savoir que j'ai et que je transmets, c'est quand j'ai vu que des hommes noirs qui étaient dans mon entourage utilisaient mon savoir sans me créditer. Ou en tout cas, sans... Alors, j'ai pas forcément besoin qu'on dise oui, c'est Valériane qui l'a dit, comme si je suis une prêtresse. Et puis, voilà, pas du tout. Mais c'est qu'en fait, dans le monde universitaire, on crédite toujours. C'est-à-dire, il y a vraiment ce truc de... on peut être accusé d'autoplagiat. Donc, c'est des règles très strictes. Tu dis, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé
des masculinités, j'ai crédité Joël Kabyle. C'est son travail. Tout à fait. Ça vient pas de mon cerveau, en fait. C'est pas tombé dans mon cerveau. Elle a travaillé pour ça. Et si je sais ça, c'est parce que j'ai lu ses travaux. Je l'ai écouté en parler. Et donc, voilà. Et en fait, ça, c'est une expérience qui est extrêmement frustrante. Parce qu'en fait, tant que c'est pour échanger avec nous, on sent que ces hommes-là sont dans un... En fait, ils viennent et ils pillent. Et c'est un mécanisme qui est très vieux, parce que quand on prend, par exemple, la situation des sœurs Nardal et de l'espace de discussion qu'elles ont créé chez elles pendant des années, où des intellectuels noirs se rencontraient et discutaient, même si c'est pas elles qui ont fait Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Damas écrire La négritude, il n'empêche que le fait qu'ils aient pu, grâce aux discussions qu'il y avait chez elles et à l'espace qu'elles ont créé, avoir accès à un certain nombre de choses. Et ça, en fait, il faut finir avec ça. C'est l'un de mes combats où je me dis, moi, je vais continuer à donner le savoir, mais je refuse aujourd'hui que mon travail soit utilisé en m'invisibilisant. Parce que ça rend service à personne. Et surtout... Il y a ce côté d'exemple, en fait. Moi, quand j'ai vu qu'il y avait les sœurs Nardal, qu'il y avait Suzanne Roussy-Césaire, ça m'a fait énormément de bien. Parce que je me suis dit... Ça t'a réconforté d'une certaine manière. Oui, parce que je me suis dit, OK, en fait, je ne suis pas la première. Et puis, il y a des choses que je vivais où je pensais que j'étais seule à les vivre, en fait. Et je me rends compte que non, en fait, des femmes qui ont fait beaucoup plus de choses que moi, de manière beaucoup plus brillante, sont passées par là. Donc, je me suis dit, OK, elles sont passées par là. Quelle stratégie je vais mettre en place pour me protéger de ça et pour pouvoir avancer sur un certain nombre de points, en sachant que je fais mon travail pour qu'il soit à la disposition des Martiniquais et des Martiniquaises. Je fais pas ça pour... C'est pas pour l'avoir, mais il faut le dire quand même. C'est-à-dire qu'il y a une c'est-à-dire il y a une transmission de savoir, il y a des choses qui sont dites, qui sont faites. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Surtout qu'on a tendance à penser qu'il n'y a rien. Voilà. Tu vois, quand je dis que je travaille sur ces problématiques-là, on me dit, il y a des choses... La valorisation. Tu vois, comme s'il n'y a rien. Alors qu'en fait, il y a pléthore de choses. Tu vois, tous les noms que je t'ai donnés, que je vous ai donnés là, en fait, il y a des choses. C'est juste qu'on ne sait pas qu'elles sont là. Et on sait encore moins quand c'est des femmes. Donc non. Parce qu'on avait fait une émission avec dédicace à M. Sédou Keïta, et qui expliquait lors de la libération en Guinée qu'il y avait des Martiniquais également qui avaient œuvré au combat par rapport à cette libération. Donc également, on nous dit qu'aux États-Unis, parce que c'est souvent la référence aux États-Unis, et qu'on dit qu'aux États-Unis se sont inspirés des Martiniquais comme Césaire, les sœurs Nardal et tout. Donc, ça crée cette valorisation-là. Donc, si tu as effectué un travail, il faut le dire pour continuer à accroître, amplifier cette valorisation-là aussi. Exactement, c'est vraiment dans cet esprit-là en fait. Donc voilà, pour le coup, ça c'est... Et puis en fait, bon, c'est un monde, le monde de la recherche, c'est un monde qui est très masculin. Et donc on va te faire, oui ma petite, assieds-toi, attends, voilà. Et donc je remercie aussi ceux qui n'ont pas eu ce rapport-là avec moi en fait, ceux qui m'ont ouvert la porte et ont été respectueux, il n'y a pas eu de problème, etc. Notamment mon directeur de thèse, Jean-Pierre Sainton, qui aujourd'hui est décédé, mais c'est quelqu'un qui avait énormément de respect et qui respectait beaucoup ma production scientifique en tant que telle, quoi. Il tenait à ce que ça soit dans les clous, quoi. Et donc, mais pour le coup, voilà, ouais, c'est un de mes combats parce que c'est un truc qui est très difficile à vivre et qui peut être très dévalorisant aussi parce qu'on se dit, mais en fait, j'ai rien fait ou c'est pas moi ou voilà. La faute aux autres. Ok, et du coup, quels sont tes espoirs pour l'avenir du féminisme martiniquais? Bien corrigé, hein. On apprend. Pour le coup, moi j'espère, je souhaite et je crois que ça va arriver puisque la parole est créatrice. Donc voilà, je crois qu'on va pouvoir déconstruire toutes ces choses dont on a parlé. Déjà, c'est le fait qu'on soit assis là et qu'on en parle, c'est le signe qu'il y a une volonté des deux côtés, côté homme et côté femme, d'arriver à cette déconstruction. Et moi, je pense qu'on va arriver à une société apaisée. Je veux y croire. Même si tout prête à croire que non, il faut y croire. L'univers, Dieu, les entités, le cosmos. Non, vraiment, on a besoin de ça. Parce qu'en fait, notre histoire, elle est faite de traumatismes.
C'est une histoire qui est violente, qui est douloureuse. Et nos ancêtres, comme on aime à dire ces dernières années, sont passés par tous nos ancêtres, hein, que ce soit nos ancêtres maîtres ou nos ancêtres esclavisés ou nos ancêtres qui étaient entre les deux, ont vécu des choses très difficiles. C'était une société extrêmement violente. Et aujourd'hui, la Martinique a besoin d'être une société sereine, une société apaisée, une société où on peut faire ensemble. Donc, même si ça prend du temps, je veux croire que c'est le cas. Et de toute façon, on ne peut pas faire les hommes sans les femmes. Donc, il faut s'asseoir et le faire. J'ai envie de dire aussi, le temps de l'univers, c'est pas forcément le temps des humains. C'est vrai. Donc les choses vont se faire au fur et à mesure. C'est vrai. Mais comme tu l'expliquais aussi, nous sommes issus de violence par rapport à la création de cette île, par rapport à la composition de nos peuples. Donc c'est clair que parler, discuter comme on le fait là, déconstruire pour pouvoir se créer notre paradigme, ce nouveau paradigme, comme on aime si bien le dire. Du coup, avant de conclure, ça c'est un des mythes auxquels je suis confronté. Est-ce que tu peux nous dire en tout cas ce que tu penses du fait que certains pensent que c'est les luttes féministes, c'est un renversement de pouvoir, que c'est du coup, une fois qu'elles vont réussir dans leur lutte, mais en fait elles vont dominer les hommes. Qu'est-ce que tu peux répondre? J'ai même entendu dire qu'elles vont se venger des hommes. Voilà, j'ai déjà entendu parler de ça aussi. C'est comme on parle de féminazie parfois. Féminazie. Oui, féminazie. Oui, donc des féministes, en fait féministes, la construction de féministe et de nazi. Donc féminazie. Ah, carrément. Ouais, carrément. Ah oui. Alors la chose que je vais expliquer, c'est qu'en fait quand on se bat contre un système et qu'on essaie de le déconstruire, ce système et la norme dans le système met en place un certain nombre de choses pour nous faire croire qu'on va arriver à un renversement total et qu'il y aura un déferlement de vengeance avec des gens tués, etc. etc. Et ça, vraiment, c'est pour conserver en fait son petit rocher et son petit élément de domination. Je vais prendre les paroles un peu de l'humoriste, un humoriste anglais, indien anglais, britannique, qui s'appelle Ahmed Khan, et qui a un sketch dans lequel il explique que moi je prends souvent la référence à la race, parce que comme je travaille sur la race, c'est pour ça. Il explique qu'en fait, si le racisme inversé existait, que, en fait, pendant des années, il aurait fallu que pendant des années, les Noirs mettent en esclavage des Blancs, qu'ils construisent une société capitaliste sur cette mise en esclavage, etc. En fait, qu'ils fassent exactement la même chose pour arriver au final à être à égalité, pour pouvoir faire la même chose. Voilà. Et donc, c'est exactement le même cas. C'est-à-dire que, mesdames, messieurs, vous qui nous regardez dans cette émission, et vous, messieurs, on a besoin, quand on est le dominant, on a besoin de s'accrocher à ce qui fait qu'on est le dominant. Parce qu'on n'est jamais interrogé sur le fait d'être un dominant. Donc, on panique. Et donc, quand on panique, on va avoir un certain nombre d'argumentaires, on va avoir un argumentaire, des éléments d'argumentation, pour dire qu'en fait, non, c'est la personne qui essaie de s'attaquer à cette domination qui pose le problème et qui va finir par poser le problème et qui va faire plus de dégâts. Alors que c'est complètement faux. Et je dis c'est complètement faux parce que en quoi empêcher des hommes de tuer des femmes qu'ils aiment, c'est vouloir la mort de tous les hommes. Ne pas vouloir que des femmes meurent sous les coups de leurs conjoints, ça ne veut pas dire que ces conjoints doivent mourir. C'est ça qu'on veut arrêter en fait là. Ce qu'on veut arrêter, c'est les viols, les violences conjugales, les violences sexistes, les violences sexuelles, les agressions. C'est ça qu'on veut arrêter. Ce qu'on veut arrêter, c'est le fait qu'une femme ne soit pas considérée dans une entreprise à sa juste valeur parce qu'elle a décidé d'avoir plusieurs enfants et qu'elle est en congé maternité. Et quand bien même elle en fait 10, et que oui, ça fait qu'elle sera peut-être moins là, mais quand elle est là, elle est performante pour l'entreprise. Donc en fait, c'est ça qu'on veut dénoncer. C'est ça la problématique. Et donc s'accrocher à ces arguments, qui sont des arguments complètement... c'est des arguments de peur en fait. C'est des arguments de quelqu'un qui perd pied et qui a peur. C'est comme si demain matin,
parce qu'on dit à l'État français, vous avez une responsabilité dans l'empoisonnement au chlordécone. Ce qu'on vous demande, c'est un fonds d'indemnisation pour que les gens qui sont malades en Martinique puissent être soignés correctement. L'État français dit, ah ouais, mais ça veut dire qu'en fait, vous allez vouloir anéantir notre système de santé. Non, on ne veut pas anéantir votre système de santé, on veut juste être soigné comme il faut. Parce qu'en plus de ça, on a une problématique. Donc, il ne faut pas... Ne vous laissez pas berner par ça, vraiment. Genre, j'ai pris beaucoup d'exemples pour que ça serve d'image et que les gens puissent comprendre. Voilà, pour essayer d'avoir plusieurs analogies. Mais il faut vraiment sortir de ça. Il faut réellement sortir de ça. C'est complètement faux. Et quand bien même il y a des femmes qui veulent tuer des hommes, ben, c'est comme il y a des hommes qui tuent des femmes et qui veulent tuer des femmes. Enfin, je veux dire, il y a des gens méchants partout et il y a des gens... Voilà. Maintenant, c'est pas parce que nous, on est dans un combat où on dénonce ça, qu'on est pour émasculer les hommes, vous mettre comme des eunuques, vous emprisonner. Non, c'est du fantasme. C'est la fiction. Ça me rappelle ce que tu disais par rapport au maintien du statu quo la semaine dernière, quand tu expliquais que créer certains clichés aussi, ça peut permettre de garder ce non-mouvement, je dirais. Oui, c'est clair. Ce sont des stratégies psychologiques, mentales pour garder... comme ça, rien ne bouge, voilà. Et puis les choses restent telles quelles. Voilà, et les privilégiés restent privilégiés. Voilà. Exact. Bon, du coup, est-ce que tu as un mot de la fin? Un mot de la fin. Mesdames, désolée. Ah non, ne t'excuse pas. Non, mais j'en profite, c'est notre émission, Afroféminisme. Vraiment... Non, féminisme martiniquais. Oui, féminisme martiniquais. Ah, il faut le dire. Je suis contente, on travaille de lobby. Non, plus sérieusement, en fait, je dis mesdames, mais d'abord, c'est parce que je veux saluer toutes celles qui mènent des combats en Martinique, certaines de manière plus radicale que d'autres. Il faut de tout pour faire un monde. Je crois que on parle beaucoup ces dernières années de méthode dans la façon dont le militantisme est mené en Martinique. Et il y a pas mal de critiques à faire sur certaines choses qui sont dites, qui sont faites. Et notamment le fait de reprendre peut-être parfois des idées fascistes pour arriver à nos fins. Ça, c'est une autre problématique. Mais je crois, déjà, je veux vous remercier, mesdames, pour tout ce que vous faites, chacune à votre échelle. Ensuite, je vous invite vraiment, tous et toutes, qui que vous soyez, à lire les travaux de Joël Kabyle, les travaux de Nadia Chonville, les travaux de Myriam Moïse, les travaux de Léa Mormain-Chauvac, les travaux, bref, je ne pourrais pas toutes les citer, à écouter les podcasts comme Les couilles sur la table, par exemple, qui est un superbe podcast dans lequel on retrouve aussi par moments des épisodes qui s'intéressent à nos problématiques, parce que c'est un podcast qui est fait en hexagone, mais qui s'intéresse à nos problématiques parfois. Vraiment, lisez. Interrogez, déconstruisez, parce qu'on ne va pas s'en sortir. La marche du monde elle va encore. On a pas mal de problématiques, on a pas mal de problèmes, et si on ne s'arrête pas, qu'on ne déconstruit pas, mais déconstruire pas juste pour défaire, en fait. Il faut déconstruire en mettant en place des choses, justement, des stratégies pour la reconstruction. Parce qu'il ne suffit pas de défaire. Quand on a défait, si on prend un Lego, quand on l'a défait, les pièces sont là. Qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, il faut déconstruire en comprenant les choses pour mieux reconstruire, en fait, et mieux faire. Et donc, c'est pour ça que, vraiment, je vous invite à lire nos travaux et puis créer des espaces de discussion. Discutons. Même si on n'est pas d'accord, même si ça semble des fois compliqué de se comprendre, discutons. Parce que quand on discute, ça semble être parler pour parler, mais c'est pas vrai. Quand on discute, on apprend. J'ai appris de vous ce soir. On apprend et on peut faire de plus belles choses. Tu as oublié quelque chose? Oui. Il faut regarder aussi Tchoupoutet. Oui, il faut regarder Tchoupoutet. Il faut regarder, mesdames, messieurs, vous, Yel, qui peut regarder. Il faut regarder Tchoupoutet. Parce que Tchoupoutet, c'est très sympa. En plus, là, on se sent dans un espace, j'allais dire un safe space, mais je cherche une traduction en français, un espace sécurisé où on peut s'exprimer et parler parce qu'il y a de la bienveillance. Et voilà. Et donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. J'essaie de respecter votre vibe qui est extrêmement bienveillante et j'espère que le contrat est rempli. Absolument. Du coup, ce que je vais ajouter par rapport à justement à ce que tu as dit, je pense que c'est un théorème qu'il faudrait appliquer. Mais je dis vraiment un théorème, une règle. C'est effectivement quand on est dans un combat, dans une entreprise, dans une initiative, dans un mouvement, quoi que ce soit, se poser la question où sont les femmes. Parce que quand tu as dit ça, ça m'a vraiment fait tilt qu'au fur et à mesure, grâce justement à celle qui m'a formé, Elisabeth Dikizeko, qui vit effectivement en région parisienne,
C'est vraiment ça en fait qu'elle a voulu me transmettre et c'est ça effectivement que j'essaie d'appliquer. Et quand je me pose la question d'où sont les femmes, souvent le mouvement où il n'y a pas de femmes, effectivement, il périclite à un moment donné. Donc, je pense qu'effectivement que c'est un théorème qu'on peut appliquer et c'est le mot que j'ai envie de dire. Questionnons-nous sur où sont les femmes et regardons comment effectivement elles vivent dans un mouvement de la société et ça en dit long en fait sur qui nous sommes. Tu as dit où sont les femmes, je constate également qu'il y a énormément de femmes lors des manifestations. Lors des combats, Aircrack, etc. J'en vois énormément. Il y a même plus de femmes que d'hommes. Donc il y a cet élan-là de prise de position de beaucoup de femmes aussi. Donc je tenais aussi à le dire. Et c'est pareil dans les conférences, dans les expositions, dans les événements culturels, on voit plus de femmes que d'hommes. Dans les événements thérapeutiques. Ouais, ça c'est mon combat. Eh bien, nous te remercions de ta présence ce soir. Merci à vous. Par rapport à cette thématique qui n'était pas l'afroféminisme, mais le féminisme martiniquais. Non, c'est bien ça? Oui, voilà. C'est bien ça. Voilà, donc nous tenons à te remercier et puis le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Hein. Bonne soirée à vous en tout cas. Bonne soirée, merci.